Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 28 mai 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, on parle du temps et de l'horloge, surtout l'horloge biologique. Cette compagne silencieuse qui rythme nos vies. Elle nous rappelle que le temps n'est pas équitable pour tous. Alors chez les femmes, elle se fait plus insistante, suscitant des choix cruciaux entre carrière et maternité, entre agir ou alors attendre. Et au-delà de la biologie, la société elle-même exerce une pression subtile ou pas. Nous murmurons parfois et parfois nous crions que l'horloge tourne. Alors comment pouvons-nous alléger le fardeau du temps qui s'écoule? On en parle aujourd'hui avec vous et avec nos spécialistes sur le plateau. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Samira Fekrach. Vous êtes directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours un plaisir de partager avec vous une thématique intéressante pour toute la société. Le plaisir, comme à chaque fois, partagé. Et avec nous aussi, Dr Hania Zerrouri Touati, vous êtes gynécologue, obstétricienne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors, on parle de l'horloge biologique, mais en fonction de leur âge, les femmes sont confrontées à des attentes de la part de la famille, de la société, et des inquiétudes aussi qui changent en fonction de l'âge, certes, mais ça commence déjà dès la naissance. Je dirais, quand on est garçon ou fille, c'est pas la même chose. Voilà, je dirais même ça commence plus tôt. Dès quand la femme sait qu'elle est enceinte et toute la pression qui est exercée par la société. Quand je dis société, ça commence par la famille, la belle famille, les amis, les voisins, etc. Est-ce que elle est enceinte d'une fille, d'un garçon? Si c'est une fille, oh non, surtout si c'est le premier, donc il y a une attente que ce soit un garçon. Faire face à la société, donc tout ça. C'est un stress que la femme va prendre, qu'elle va transmettre à son fœtus, même si elle a au fond d'elle-même, on a vu, peut-être docteur Henia va partager avec nous les expériences qu'elle a eues avec les femmes qu'elle a suivies dans leur parcours. Il y a des femmes qui elles étaient toutes contentes d'avoir le premier bébé, que ce soit une fille. Mais la pression sociale a fait qu'il y a eu un clivage, à un moment ou à un autre, et de céder à cette pression. Donc il y a un stress qui est pris, et qui est transmis aussi au fœtus. Et par la suite, c'est toutes les attentes le jour de l'accouchement. Et le premier regard que va recevoir ce bébé par l'entourage. Donc, et les réflexions qu'on fera. C'est une fille. Elle nous ressemble pas. Oui. Elle ressemble à la famille de sa maman. Donc, c'est tout ce qui est oui. Ou c'est pas grave, tu auras un garçon plus tard. Il faut faire une deuxième grossesse juste après pour avoir le garçon. Donc tout ça, c'est un cumul de stress, c'est des attentes et des messages contraignants. Ces messages contraignants vont suivre cette femme, parce que c'est une fille, mais qui va évoluer vers le statut de femme, avec toutes les contraintes, avec toutes les attentes et tous ces messages contraignants qu'elle a reçus par son environnement direct et indirect. Et tout ça va s'accentuer au fur et à mesure du temps. Donc autant on va avancer dans l'âge, donc dans la première enfance, par la suite la scolarisation, donc les premières années de scolarisation, ça commence déjà maintenant très jeune, parce qu'auparavant on parlait de scolarisation à l'âge de 6 ans. Oui. Mais maintenant la scolarisation commence très jeune. Donc, ça commence les crèches et la maternelle, les crèches, etc. Donc le préscolaire, donc fait que la vie sociale va commencer plus tôt. Exactement. Cette vie sociale est pleine de contradictions, parce qu'on attend de cette fille qu'elle soit féminine, mais qu'elle soit forte en même temps. Mais qu'elle soit forte aussi, qu'elle s'impose. Mais par la suite, elle doit s'imposer à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Elle doit s'imposer face à l'environnement externe, mais pas face à son frère, pas face à son papa, pas face à sa maman. Donc, toutes ces contradictions feront que beaucoup de conflits vont apparaître par la suite. Donc, dans la première phase de la socialisation, donc le primaire. Oui. Donc on voit beaucoup et par la suite c'est des étiquettes qu'on va coller. Les garçons manqués, elle ne ressemble pas à, surtout si par exemple elle est dans une famille où l'aspect féminin est très, très présent, donc elle nous ressemble pas, donc il y a un rejet. Ce rejet va créer plein de problèmes par la suite, qui vont s'accentuer au fur et à mesure du temps. Et par la suite à la puberté, donc tous les changements qui vont s'opérer, donc feront que
il y a beaucoup de problèmes, il y a un fossé qui va se créer entre cette fille et son entourage. Et par la suite, le regard qu'on a, est-ce qu'on la voit en tant que femme? Est-ce qu'on la voit toujours en tant qu'enfant? Est-ce qu'on la voit en tant que sexe féminin? Ou au contraire, elle est d'apparence sexe féminin, mais on la voit plus masculine et on va accentuer ce trait chez elle. Oui. Et donc tout ça va amener à des problématiques par la suite, donc dans son développement physique, dans son développement mental, mais surtout émotionnel. Et c'est ça qui va entacher un petit peu son développement et son épanouissement. Donc est-ce qu'elle arrivera au sentiment de bien-être dans sa vie, ou au contraire, elle sera toujours dans un sentiment de mal-être et de pathologie alors qu'on est la source de ces pathologies. Oui. Donc c'est nous, en tant qu'environnement, avec tous nos messages contraignants, on l'a amené à rentrer dans un cercle vicieux, oui. Voilà, et dans un moule qui ne lui correspond pas. Donc, et ça prendra plusieurs formes. Au fur et à mesure du temps, s'il y a un accompagnement, à un moment ou à un autre, on va l'aider à s'en sortir, mais parfois, c'est vraiment rester dans un cercle vicieux qui amènera à plein de problématiques dans son développement. Exactement. Et puis les changements commencent déjà dès le jeune âge. Avant de parler de puberté et de changement hormonal, il y a des changements aussi qui s'opèrent déjà bien avant. Oui, donc en phase, comme elle a dit Samira, donc à l'embryogenèse déjà. Donc la fille, quand elle est en intra-utérin, quand elle est dans l'utérus de sa maman, donc elle reçoit, comme elle a dit, tous les messages, le stress, parce qu'il y a une sécrétion hormonale. Il faut savoir que le corps d'une femme ou d'un homme est géré principalement par des hormones, donc ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc notre corps est géré principalement par des hormones donc sécrétées par nos glandes, à savoir donc les glandes, les ovaires, donc il y a les glandes féminisantes, il y a aussi le goitre, la TSH, il y a la prolactine, donc la surrénale qui sécrète le cortisol, l'hormone de stress. Donc tous ces hormones, ils vont être absorbés par le fœtus. En intra-utérin déjà, l'embryon, la petite fille, elle va développer sa personnalité donc en fonction de l'état de sa maman. Donc l'empreinte est posée déjà en phase embryonnaire. Oui. Surtout quand il y a des facteurs génétiques. Donc il y a par exemple dans la famille des facteurs de pathologie, de maladies psychologiques, psychiatriques et tout ça. Donc il y a le facteur génétique, il y a le facteur, donc quand j'ai dit intra-utérin, il y a aussi le facteur environnemental, c'est-à-dire l'environnement là où elle vit, la famille. Il y a aussi une chose importante, il faut savoir que notre corps est géré aussi non seulement par les hormones et par des neurotransmetteurs qui sont très importants dans notre vie. Ces neurotransmetteurs, donc à savoir la dopamine, GABA, l'acétylcholine, voilà, le cortisol et tout ça. Donc tous ces neurotransmetteurs sont sécrétés principalement, la sérotonine, la mélatonine aussi du soir pour bien dormir. Tous ces neurotransmetteurs donc sont sécrétés principalement par le système nerveux, mais aussi par les autres organes. Donc, pour avoir un bon équilibre du corps, il faut avoir, donc tout est lié en fait, tout est intriqué. Donc le tube digestif, il sécrète aussi de la sérotonine. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les maladies, le côlon irritable. Il y a aussi les maladies organiques qui sont dues à ce stress, à ce trouble donc émotionnel, à ce trouble hormonal, à ce trouble. Donc il faut essayer de bien connaître. Donc le lancement, je lance un message aux femmes. Donc pendant toutes les étapes de leur vie, il faut qu'elles soient à l'écoute de son corps. Il faut qu'elle reste des moments seule. Elle parle son âme, elle parle son cœur. Elle parle son cœur. On peut arriver à parler le cœur et notre âme. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand on a un problème, il faut essayer de régler ce problème avec soi-même d'abord, puis avec l'entourage. On se donne d'abord rendez-vous à soi-même pour régler ses conflits intérieurs avec soi avant d'essayer de les régler avec les autres. Il faut prendre du temps, au moins, même si le début, ça va être difficile de prendre du temps chaque jour, mais au moins une fois par semaine, prendre un rendez-vous avec soi. Quand on prend le rendez-vous pour aller chez la coiffeuse, comme on prend un rendez-vous pour aller chez le médecin, on prend un rendez-vous avec soi-même. Avec soi-même. Si on se pose la question à toutes les trois, à quel moment on a pris un temps pour soi?
On donne du temps pour les autres, surtout en tant que femme, Oui. à tout notre entourage, mais on ne donne pas assez de temps pour soi. Oui, mais il y a aussi Pour la l'injection. femme, elle donne en général le temps pour elle-même le soir. Ouais. Pas toujours, il y a aussi l'injonction de la société qui veut en faire, on va dire, la nouvelle société, parce que ça a bien évolué. On veut en faire, on va dire, en quelque sorte, des Wonder Woman qui soient bien au boulot, au travail. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'elle réussisse au travail, parce que c'est une femme et elle a des challenges à avoir, à dépasser, on va dire, à accomplir. Et puis à la maison, il faut être aussi une femme accomplie, une maman et tout ça. Il faut s'occuper de la maison, des enfants, du mari et tout ça. Donc, avec ses amis aussi, avoir du temps pour toutes ces charges. Pour tout le monde, c'est pas facile. Voilà. Donc, on nous fait par moments des reproches, nos proches. Pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes tout le temps au travail, pourquoi vous mais c'est la relève, c'est obligatoire. Donc, mais il faut toujours, comme je l'ai dit, il faut avoir le recul. Il faut avoir le temps pour soi-même pour essayer de réarranger les choses dans la vie. Les rééquilibrer. Les rééquilibrer. Donc rééquilibrer tout ce qui est émotion, essayer de gérer ses émotions avec ses patientes, comme le cas avec moi, avec sa famille, avec ses enfants, avec le mari. Avec soi. Avec soi, surtout. Et faire ce chemin du cœur vers l'esprit. Exactement. Et prendre le temps de le faire. Ça prendra 20 minutes. 20 minutes. Prendre le temps. Au début, ça va être un peu difficile. Mais on va apprendre à le faire. Voilà. L'ancienne génération le faisait. Quand on reprend dans notre tradition, la femme avait un moment pour elle. Une fois par semaine, une fois par mois, parfois une fois par mois, une fois tous les 15 jours, c'était le hammam. Exactement. C'est un moment important. Parce que non seulement c'est une détox du corps, c'est une détox de tous les métaux lourds par l'effet des déchets, des toxines. Donc elle libère ça. Elle prend du temps pour se faire plaisir. Donc c'est un moment de bien-être. Et elle arrive à se ressourcer mentalement, émotionnellement, mais physiquement aussi. Qu'est-ce qu'elle prenait? Elle prenait de l'orange juste après. Oui. Donc c'est de la vitamine C. Donc c'était de la détox totale. C'était un moment pour elle. Maintenant, est-ce qu'on le fait? On ne le fait plus. On est dans la contradiction. Donc entre la vie moderne et la vie traditionnelle. Donc arriver à faire cette mixture entre les deux et arriver à revenir vers soi. Parce que si on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Exactement. Mais si on est dans un mal-être, on va être dans le mal-être aussi avec les autres. C'est là où il y aura beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions avec le mari, beaucoup de tensions avec les enfants, beaucoup de tensions dans notre vie professionnelle, dans notre perception du futur. Donc beaucoup de personnes vont être dans ce spectre de ressasser le passé. Oui. Alors que ressasser le passé ne règle rien. Rien du tout. C'est aller vers le futur pour vivre son présent. Exactement. Parce que si on ne se projette pas dans le futur, on ne pourra pas apprécier le présent. Donc pour avancer, il faut apprécier ce qu'on a déjà et donner de la valeur à ce qu'on a. Donc, et ça ne viendra que si on fait ce chemin vers soi, donc du cœur vers l'esprit et de l'esprit vers le cœur. Il faut apprendre ça aussi à nos filles, à nos enfants en général, que ce soit garçons ou filles. Oui. Dans la culture traditionnelle, ça se faisait automatiquement. Oui. La fille il y avait une initiation. Alors que maintenant, non. La fille, elle est dans sa bulle. Donc, parce que sous l'aspect moderne, non, elle ne sort pas. On lui donne la tablette, le téléphone, les jouets. Elle est entre quatre murs. Pas de vie sociale. La vie sociale commencera à l'école, mais qui est pleine de. On va accentuer sur l'aspect matériel, mais pas sur l'aspect valeur, pas sur l'aspect partage. Même ce qui se passe maintenant, malheureusement, c'est qu'on fait peur à nos enfants. Fais attention, tu ne dois pas jouer avec celui-là, tu ne dois pas aller avec cette personne, tu ne dois pas partager tes idées avec telle personne. Donc tout ça, toutes ces appréhensions. On va aller aussi vers la perfection, faire que nos enfants. L'enfant modèle. Voilà, l'enfant modèle, ou que l'enfant ne vive pas ce que nous avons vécu auparavant. Exactement. Toutes les erreurs, on aimerait bien que nos enfants ne fassent pas les mêmes erreurs, n'aient pas à pleurer, n'aient pas à tout ça, mais c'est ce qui fait qu'on est nous. L'exemple, c'est la meilleure méthode. C'est comme ça qu'on grandit. L'exemple, c'est la meilleure méthode d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est en faisant des erreurs qu'on se construit. L'erreur est humaine. Voilà, on fait des erreurs, on tombe, et puis on rebondit, on essaye. Voilà, c'est ça. En fait, la vie, c'est un combat perpétuel. Donc, il faut essayer lutter, d'avancer, d'oublier le passé. Il ne faut pas remuer le passé, parce que le passé, ça fait mal. Donc, il y a certaines erreurs qu'on a commises. Ce qui est fait, on ne peut plus rien changer. On peut pas changer. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est il faut tirer des leçons. Exactement. Nous avons avec nous par téléphone Madame Ibtissam Bousseri, qui est sociologue. Bonjour.
Bonjour, Ça va? ravie d'être parmi vous. Très bien, très bien. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien et je suis ravie d'être parmi vous. Et d'ailleurs, j'ai commencé à suivre le débat qui est très, très intéressant entre les deux dames que je remercie. Exactement. Donc nous parlons aussi de la pression sociale que subit la femme. Comme je disais tout à l'heure, on veut en faire aussi des Wonder Woman qui réussissent un petit peu partout, que ce soit au travail, à la maison, avec les enfants et tout ça. Et on a tendance à s'oublier. On en a fait déjà une émission ensemble avec vous pour parler de l'autre lieu ou l'importance d'avoir un moment pour soi. Et voilà. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'âge biologique et l'âge social. L'âge social, c'est l'âge qu'on va refléter à la société. Et parfois, cet âge social ne va pas rentrer dans le moule qu'on veut qu'il rentre. Donc maintenant, Mounia, vous parlez d'un moule en fait. Le fait que la femme soit Wonder Woman, qu'elle soit parfaite à l'extérieur, qu'elle soit parfaite à la maison. Et ça, en fait, ça fait que, en tant que femme, la société va peut-être la mettre dans un moule en voulant bien faire, mais ce moule ne lui convient pas parce que la femme, elle a besoin de s'épanouir socialement. Et l'épanouissement devient très difficile quand on est tout le temps occupé à l'extérieur, à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est très très important qu'une femme en fait comprenne qu'elle aussi elle a des besoins pour s'épanouir. C'est pas parce que je suis une femme, que je suis arrivée à un certain âge, je suis mariée, j'ai des enfants, que je dois en fait me cantonner à un seul rôle, à des rôles bien définis. Et là en fait ça va en fait rejaillir sur elle, sur son épanouissement. C'est pour ça que comme ont bien dit les dames, il faut vraiment prendre un temps pour soi et que comprendre que à un certain âge on a besoin de donner du temps aux autres et on a besoin d'avoir du temps pour soi. C'est très important. Et aussi il y a, vous parliez tout à l'heure de l'adolescence garçons et filles. On sait bien que c'est une période cruciale. Oui. Maintenant par exemple quand on parle de l'adolescente fille, les parents en fait les parents sont censés accompagner, ont besoin d'outils pour accompagner leurs adolescents filles et garçons. Le souci, c'est qu'en fait, parfois, les parents vont paniquer. Ils vont voir leur fille, par exemple, du jour au lendemain avoir des changements physiques et il va y avoir une réaction derrière. Et parfois, cette réaction n'est pas forcément la bonne réaction. Attention, ne t'habille pas comme ça, etc. Ne fais pas si, comme vous disiez tout à l'heure. C'est aussi le regard de la société qui a aussi impose ça, plutôt. Voilà. Exactement. C'est le regard de la société et peut-être que les parents, face à cette société, n'ont pas forcément la bonne réaction ou ont la réaction qu'ils pensent être bien. Alors que, en fait, l'adolescent ou l'adolescente, déjà, il faut savoir qu'ils ont une influence technologique. Ils vont regarder la télé, l'internet, etc. Donc, ils vont peut-être avoir une certaine image de la féminité et de ce qui est la masculinité aussi. Et s'il y a en contrepartie un manque d'accompagnement des parents ou un accompagnement qui n'est pas forcément le bon, il va y avoir un déséquilibre, surtout chez la fille. Elle va percevoir ça comme une pression. Comment ça? Mes parents ne me laissent pas vivre ma féminité, ils me laissent pas sortir, ils me laissent pas faire ceci, cela. Donc l'accompagnement, il est très important pour que en fait, la fille se sente équilibrée et comme a dit tout à l'heure la dame, qu'elle puisse en fait se sortir bien de cette période. Donc il faut savoir aussi que dans certaines familles, il y a les filles et les garçons, peut-être les deux adolescents. Aussi, il y a le regard de la société externe, il y a le regard aussi des frères et sœurs entre eux. Peut-être le frère, il va avoir tendance à protéger sa sœur qui devient adolescente par rapport à la société. Et là aussi, il faut un accompagnement de l'entourage, des parents pour expliquer à leurs enfants c'est quoi ces changements et comment en fait créer un équilibre entre les frères et sœurs au sein de la petite famille. C'est très important pour que l'adolescent ou l'adolescente puisse être équilibré et qu'il puisse être à l'aise en face de la société, à l'aise par rapport à son jeune âge et la période d'adolescence.
Oui, mais après la période d'adolescence arrivera la période du mariage arrivera la période de la du grossesse, mariage et de la Wonder Woman dont on avait parlé. Voilà. Et ensuite, il va y avoir la période aussi de la ménopause. C'est une période très importante. Mais avant la ménopause, déjà rien qu'à partir de la période du mariage, il y a déjà une pression qui dit voilà, vous êtes mariés, il faut des enfants maintenant. Donc on ne laisse pas trop le choix à la femme d'avoir le choix d'avoir des enfants tout de suite ou plus tard. C'est des questions qui reviennent tout le temps. La société le demande, c'est on se marie pour avoir des enfants. Absolument. Et pas pour autre chose. On se marie pour avoir des enfants et puis pour avoir le premier enfant et le deuxième enfant et puis pour avoir le garçon, etc. Et c'est de là en fait que... Voilà, avant la ménopause. Et c'est de là que vient le déséquilibre, parce que il faut comprendre que à un certain âge, on a besoin de d'abord s'écouter, d'écouter ses besoins, par exemple pour la maternité, de s'écouter, est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête? Alors là, si l'entourage est là, il faut avoir un enfant maintenant avant que ça soit trop tard, etc. On risque après de tomber dans des dépressions, dans ce qu'on appelle le baby blues, etc. Et ça va nous déséquilibrer. Alors que si, comme a dit tout à l'heure la dame, au contraire, on comprend que lorsqu'on se marie, c'est là où on a besoin de s'écouter le plus. Le plus, exactement. Parce que notre équilibre va dépendre de l'équilibre de notre petite famille. Exactement. Donc plus on s'écoute, plus on prend du temps pour nous-mêmes, plus on prendra les bonnes décisions, plus on sera équilibré socialement. Et au contraire, donc ça va avoir un impact positif sur le mari, sur la femme, sur les enfants, etc. Donc vraiment, il doit y avoir un changement social où on apprend justement qu'à chaque âge, on doit plutôt être focus sur ses besoins plutôt que... sur les besoins de notre entourage. Si on veut assouvir les besoins de notre entourage, il faut d'abord s'écouter soi-même. Merci beaucoup, Ibtissam Bousseri. Merci pour votre participation. Merci et à bientôt sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie. Merci, à très bientôt. Merci. Donc voilà, et c'est ce qu'on était en train de dire. La société aussi impose des choses et des attentes aussi à la femme, déjà dès la puberté. Ça commence déjà par... Maintenant, tu es une femme. Et c'est ce qu'on dit aux petites filles. Maintenant, tu es une femme, tu peux devenir maman, et ainsi de suite. Et ça fait quand même une pression assez lourde sur les épaules de la petite fille qui est en plein changement et qui ne sait pas vraiment ce qui se passe. Exactement. C'est ces messages contraignants qui vont faire que cette fille, qui deviendra femme, va prendre parfois des décisions qui ne lui correspondent pas. Pour faire plaisir, parce qu'on est dans le système faire plaisir aux parents. Alors, on est à l'approche des examens, du brevet et du bac. Et ce qui revient, c'est « fais-moi plaisir, tu dois avoir ton bac avec telle mention. Fais-moi plaisir, tu dois réussir parce que c'est le regard des autres, c'est ma réussite. » Donc, et on le voit même dans tous les reportages. J'ai eu mon bac pour faire plaisir à ma mère. J'ai eu mon bac pour faire plaisir à mes parents. Mais je ne l'ai pas eu pour moi. Donc, c'est rare quand on entend un jeune dire « j'ai eu mon bac pour moi, ça me fait plaisir. Pour m'accomplir, pour ceci. Exactement. Ou pour cela. Donc, on a inculqué ça à nos enfants. Et quand on inculque ça à nos enfants très jeunes, donc ça va devenir une arme destructrice pour l'avenir. Parce que c'est toujours faire plaisir aux autres, c'est vivre pour les autres et ne jamais vivre pour soi. Et ça va se répéter de génération en génération. C'est comme par exemple pour la femme, tu dois te marier et tu dois avoir des enfants. Exactement. Est-ce que toute femme est faite pour avoir des enfants ? Il y a celles qui ne sont pas faites pour avoir des enfants. Il y a celles qui ne veulent pas se marier. Il y a celles qui ne veulent pas se marier. Et il y a celles qui ne veulent pas être maman. Il faut apprendre à accepter le choix. Et on le voit dans les baby blues, on le voit dans les dépressions postpartum, etc. à cause de ça. Parce qu'elles ont essayé de rentrer dans un moule qui ne leur correspond pas pour faire plaisir aux autres, pour être acceptées par la société. Donc ces messages contraignants, on doit avoir une autre démarche dans la société, à arriver à une maturité qui va nous amener à être avec un autre regard sur les différentes franges de la société aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle d'horloge biologique. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et ce que je vous propose tout de suite, mesdames, ce que je vous propose, vous aussi, téléspectateurs, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Fria Al-Hamdi, et on revient tout de suite après. Avec les années, le corps de la femme change de façon inévitable en raison de plusieurs facteurs. Connaître ces derniers permet de mieux s'y préparer, de mieux les accepter et de pouvoir aussi prévenir certains risques pour la santé.
Effectivement, la femme a une horloge biologique bien déterminée, différente de celle de l'homme. Alors là, il faut savoir que le vieillissement de la femme conditionne la reproduction humaine. La femme, contrairement à l'homme, naît avec un nombre d'ovules bien déterminé quand elle est dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire dans la vie intra-utérine. Elle a déjà le nombre d'ovules qui va conditionner sa vie, toute sa vie de femme, toute sa vie prépubértaire, pubertaire, pendant la période d'activité génitale et jusqu'à la ménopause. Toutes les femmes passent par les mêmes changements. Il est nécessaire de les accueillir positivement. C'est clair qu'elle subit des changements. Si pendant la première période, on n'a pas vraiment des impacts, c'est plutôt la croissance, c'est plutôt en fait, la détermination de la femme qu'elle va être. Après, une fois qu'elle a eu sa puberté, c'est forcément corrélé un peu à la vie génitale, à la vie de fertilité, mais pas que. Parce qu'il y a la santé de la femme qui est vraiment en rapport avec tout ce système reproductif, qui n'est pas que reproductif, mais qui a un impact sur sa vie, comme je vous l'ai dit, l'os, la peau, le cerveau, le cœur, les vaisseaux. Mais qu'en est-il de la décennie de 40 à 50 ans qui est marquée par la ménopause? Et à la période de ménopause, on assiste à une transformation de la femme. Elle n'a plus la même énergie, elle n'a plus la même peau, elle n'a plus les mêmes os, elle a de l'ostéoporose, elle est très peu énergique, elle peut avoir de l'hypertension, des troubles cardiaques, elle peut commencer à avoir tous les troubles qui sont pas directement inhérentes au manque d'hormones, mais dans le manque d'hormones peut contribuer à ce que ces facteurs-là apparaissent. On peut dire que chaque étape a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, chaque étape a ses avantages et ses inconvénients. On va commencer par la deuxième étape, on va dire la puberté. Est-ce qu'on peut dire que c'est la deuxième étape? On a dit que la naissance, le fait de grandir et tout ça, et puis après arrive la puberté. Comment reconnaître un enfant, enfin, une fille en pleine puberté? Ce n'est pas forcément dès le début des menstruations, ça commence bien avant. Oui, donc il faut savoir que la puberté, donc c'est ce qu'on appelle la ménarchie, c'est-à-dire l'apparition des premières règles chez la petite jeune fille. En général, c'est entre 11 et 13 ans. Voilà, il y a les signes, il y a les caractères sexuels secondaires qui commencent un petit peu bien avant, vers l'âge de 10-11 ans. Il y a les seins, il y a la pilosité et tout ça. Donc tout ça est réglé par les hormones féminines, principalement les oestrogènes et les progestérones. Donc à l'âge de... Donc 10-11 ans commence ce qu'on appelle les signes prépubértaires. D'accord. Donc c'est là où les hormones commencent à faire leur apparition et à sécrétion d'hormones. Ouais. Puis après, à l'âge de 12-13 ans, donc il y a la puberté, ce qu'on appelle la ménarchie. Voilà. Donc cette sécrétion hormonale est réglée par des ovaires chez la petite fille. Donc il faut savoir qu'il y a des ovocytes à l'intérieur de l'ovaire, il y a des ovocytes, et là ils sont réglés par l'hormone. Donc ce qu'on appelle l'hypophyse, c'est une glande très importante dans le corps d'une femme. Donc cette glande, donc son fonctionnement est tout au long de la vie. Donc elle sécrète ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, à savoir le FSH et le LH, c'est les hormones qui vont régler, c'est-à-dire le cycle menstruel de la femme. D'accord. De la puberté jusqu'à la ménopause, où il n'y a plus d'ovocytes. Alors pour l'histoire des ovocytes, il faut savoir que la jeune fille déjà en intra-utérin, à la phase embryogénèse, elle a ce qu'on appelle un capital ovocytaire. Un capital ovocytaire, donc c'est des milliards d'ovocytes, et à l'âge de 7-8 ans, elle va perdre un pourcentage de son capital, et à l'âge de la puberté aussi, elle va perdre aussi un capital. C'est réglé principalement par les facteurs génétiques.
parce qu'on a des femmes qui ont des ménopauses précoces, donc c'est génétique. Donc ce que je disais que c'est réglé par les facteurs génétiques. Donc le capital à la puberté, déjà, il y a une diminution d'un pourcentage. Puis après, à la puberté, chaque cycle, il y a un ovocyte qui va maturer, qui va, ce qu'on appelle, arriver à sa maturation, c'est-à-dire si la femme est mariée, il va être fécondé pour avoir un embryon. Et les autres, il y a un petit quota des follicules qui vont se lâcher, disparaître. Voilà. Donc, je disais à l'âge de la puberté, donc il y a donc les hormones, comme je disais, FSH et LH, qui vont stimuler la sécrétion d'œstrogène et progestérone. Ces deux hormones principales, donc chez la fille et chez la femme, qui vont régler l'homéostasie. Chez l'adolescente, il y a ce qu'on appelle l'hyperostrogénie. Il y a un déséquilibre hormonal qu'il faut régler. Donc, le message que je dis c'est automatique pour toutes les jeunes filles? Souvent, oui. on reçoit au cabinet des jeunes adolescentes qui ont des troubles du cycle, des troubles, des saignements, des aménorrhées, des douleurs. Aménorrhée, c'est l'absence de règles, c'est-à-dire elle a eu ses règles, puis après 2-3 mois, elle n'a plus de règles. Donc c'est dû à l'insuffisance lutéale, c'est manque de progestérone. Et il y a ce qu'on appelle l'hyperostrogénie, parce qu'il y a une balance entre l'œstrogène et la progestérone. Quand l'œstrogène augmente, la progestérone automatiquement va être diminuée. Donc pour retrouver l'équilibre, il faut voir le gynécologue, il va vous prescrire des médicaments. On ne pense pas justement à consulter un gynécologue pour une jeune fille qui vient d'avoir ses menstrues. C'est pour ça que je transmets ce message aux mamans. Quand vous voyez que votre jeune adolescente a des troubles du cycle, a des troubles du comportement aussi, troubles de l'humeur, il faut consulter pour régler ses hormones afin de rééquilibrer son bien-être. Donc, je rajouterais un truc, même à la puberté, on voit que beaucoup de jeunes filles commencent à avoir par exemple des problèmes d'anémie. Donc il faudra consulter en premier lieu la gynécologue, parce que ça va aider à un meilleur diagnostic et à ne pas rentrer dans le cycle d'une anémie qu'on va traîner pendant des années, alors qu'on pouvait la régler dès le jeune âge. Et justement, en parlant de la puberté, c'est quand même un sujet qui reste quand même difficile à aborder avec un enfant. C'est un enfant, quand c'est à l'âge de 10 ans, il faudrait en parler bien avant, justement, dès que ça... Préparer l'enfant. Donc préparer l'enfant, c'est difficile de parler de ça. Un enfant qui va peut-être pas comprendre l'utilité de ça, le fait de voir les menstrues aussi, voir que le sang s'écoule, ça pourrait faire peur aussi. Donc c'est un choc, surtout quand on n'est pas préparé. Voilà, il faut les préparer. Il faut leur dire, la maman, donc le message que je dois, c'est-à-dire transmettre pour les mamans, elles doivent dire aux enfants, leurs filles, que voilà, vous allez avoir du sang, donc il ne faut pas avoir peur, c'est normal, c'est un trouble, donc c'est pas physiologique, c'est pas pathologique. Donc voilà, donc il faut se préparer. Il faut se préparer même dans son hygiène. Psychologiquement. C'est un accompagnement. Quand cette petite fille accompagne sa maman pour acheter ses serviettes hygiéniques, quand elle sait qu'il y a une toilette intime à faire, donc il y a une préparation à cette puberté. Donc ça va se faire de manière vraiment graduelle et comme une lettre à la poste. Mais si on n'en parle pas parce que c'est un tabou, c'est là où le choc apparaît, où il y a le rejet de la féminité, où il y a le rejet de tout ce qui est lié à la féminité. Et c'est là où on rentre dans des problèmes par la suite et des conflits entre mère et fille. Donc la relation mère-fille se construit déjà très jeune. Donc on n'attend pas l'âge de 13 ans pour la construire. On la construit avant. Surtout dans le bassin méditerranéen, on a parfois des filles qui vont être pubères très jeunes, donc même à l'âge de 9 ans. Donc préparer nos filles le plus tôt possible. À quel âge pourrait-on en parler avec On peut parler avec la petite fille déjà à l'âge de 5 ans. Déjà, on commence à préparer parce qu'elle est réceptive vis-à-vis de ça. On a dit que la socialisation maintenant, elle est à un âge très précoce. Donc avant, c'était à l'âge de 6-7 ans que l'enfant rentrait à l'école. Maintenant, la socialisation se fait plus tôt. Donc comment il y a une éducation sur l'aspect sexuel, que personne ne doit toucher ses parties génitales, pas d'attouchement, etc. On commence aussi à l'initier sur la puberté. Donc
donc, parce que qui peut arriver un peu plus à un âge plus avancé, surtout dans notre bassin méditerranéen. Donc et cette éducation et de prendre, de faire que la fille va accompagner la maman chez le gynécologue déjà très jeune, elle aura cette culture de s'occuper de soi, de sa santé et d'aller franchir le pas d'aller vers le gynécologue, parce que pour beaucoup de femmes, c'est vraiment un frein. C'est très difficile de franchir le pas d'aller chez le gynécologue. C'est quand même une consultation assez intime. Dès le jeune âge, c'est pas évident d'accepter, mais il faut le faire. On se dévoile complètement physiquement aussi. Exactement. Il y a aussi, il faut souligner aussi ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. C'est très fréquent chez les jeunes adolescentes. Et aussi chez les femmes en préménopause, c'est-à-dire à l'âge de la quarantaine. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux mamans qu'il y a un petit conflit entre les adolescentes et les mamans. Oui. Alors on rappelle ce que c'est que le syndrome prémenstruel, justement. Donc le syndrome prémenstruel, comme je disais, c'est un trouble dû au manque de progestérone. Oui. Il y a une insuffisance lutéale et il y a une augmentation de l'œstrogène. Donc, on trouve des signes très particuliers, très pathognomiques. Donc, il y a des douleurs au niveau du sein, il y a un gonflement, il y a des œdèmes partout, surtout chez la femme, la quarantaine, la préménopause, prise de poids, troubles de l'humeur, saut d'humeur, l'agitation, migraine. On peut aller jusqu'à une dépression. Exactement. Il y a certaines femmes qui font des dépressions à cet âge-là, la quarantaine. C'est pour ça qu'ils ont des troubles, ils ont des problèmes au couple. Donc tout ça est hormonal, comme je disais au début. Donc notre corps est géré par que des petites hormones qu'il faut régler, des petits neurotransmetteurs qu'il faut régler. Donc il faut voir des spécialistes pour régler les hormones, pour régler les neurotransmetteurs, afin de vivre une vie épanouie, dépourvue de problèmes quotidiens. Voilà. Parce que ce cycle nous accompagne toute notre vie. Exactement. Et quand on rentre dans cette démarche de rééquilibrer nos neurotransmetteurs, la jeune fille va être plus réceptive même sur son alimentation. Donc elle va éviter les excès, elle va éviter tout ce qui peut nuire à sa santé physique déjà, parce qu'elle donne beaucoup d'importance à son apparence extérieure, à son apparence physique. Donc quand on rééquilibre les neurotransmetteurs, donc on va rééquilibrer les vitamines, on va rééquilibrer les minéraux, on va rééquilibrer tout ce qui est bon pour la santé, les oligo-éléments. Donc tout ça est très important. Donc quand on est dans cette démarche déjà très jeune, on se maintient mieux et on apprend à s'écouter et à écouter ce qui ne va pas dans notre corps et à le rééquilibrer plus facilement. Avoir les bons réflexes, avoir les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, alimentaire, le sport aussi, yoga. Exactement. Voilà, tout ça va stimuler les neurotransmetteurs. Voilà, tout ce qui est médecine alternative. Voilà, la médecine alternative. Qui est très importante pour le bien-être. Et c'est des moments qu'on va avoir pour soi. Voilà. Et ça, c'est une démarche qu'on commence déjà très jeune. Et on évitera les conflits qu'il y a entre mère et fille, surtout, comme disait le docteur, à l'âge de 40-50 ans, parce qu'il y a ce chamboulement hormonal chez la femme. Et il y a ce chamboulement hormonal aussi chez l'adolescent. Donc, ça crée des frictions. Alors que si on rentre dans cette démarche de rééquilibrer nos neurotransmetteurs mère-fille, on va atténuer, il y aura plus ce fossé qui se crée entre mère et fille et il y aura plus cette appréhension de l'adolescence. L'adolescence, normalement, c'est une phase de rattrapage de tout ce qui n'a pas été réglé dans l'enfance. Donc, pourquoi faire de l'adolescence maintenant c'est comme si ça devient une psychose. On a peur de l'adolescence. On a peur d'avoir un adolescent. On parle de justement dire que c'est une crise alors que c'est une phase. C'est une phase. Normale. Et ça passe comme toutes les phases de notre vie. Mais il faut changer notre mode de fonctionnement. Donc, se débarrasser des messages contraignants qu'on a reçus de notre environnement, des fausses croyances, exactement, les fausses croyances qui détruisent notre vie. Donc, parce qu'on a pris ça de génération en génération à l'adolescence égale crise. La ménopause égale crise. Crise du couple, crise identitaire. Alors que non, ce sont des phases de la vie. Et à chaque phase de notre vie, on la vit et on va la croquer de plein dents. On l'accepte. Et on essaye de régler les problèmes de chaque étape de notre vie. Tout à fait. On essaye de combattre. Exact. D'accord. Les problèmes de la vie, les problèmes du corps, des problèmes hormonaux et tout ça. Il faut essayer d'équilibrer. C'est pour ça que je disais au début, il faut écouter son corps. Exact. Écouter son corps, écouter ce qui ne va pas. Il faut essayer de faire un réarrangement
comme l'armoire, l'histoire d'armoire, il faut réarranger les vêtements. Oui. Pareil pour notre corps. Il faut essayer Comme de... pour chaque saison, on prend les vêtements de l'hiver et on met les vêtements de l'été, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Exactement. Donc on fait la même chose à chaque période de notre vie, on change un petit peu Voilà. les Et étagères. Avoir changer. cette capacité de se détacher de manière pragmatique de tout ce qui risque de polluer notre environnement ou notre qualité de vie. Donc, quand on arrive à se détacher de manière pragmatique, on verra les choses d'un Plus autre clair. D'être- Plus clair. Voilà, et ça nous amènera à se projeter vers notre futur. Donc on ne verra pas que la vie s'arrête. Beaucoup de femmes, parce qu'on leur a inculqué que la ménopause, c'est un arrêt de la féminité, pour elles, c'est un arrêt de vie. Alors que non, c'est une nouvelle étape dans la vie. Donc, changer notre perception de la vie, notre perception du futur pour apprécier notre présent. Parce qu'on a cette croyance que la ménopause, que la femme est justement faite pour se marier et avoir des enfants, qu'une fois la ménopause est là, cette femme ne peut plus avoir d'enfants, cette femme est aigrie. En faisant mes recherches, je suis tombée sur des comparaisons qui m'ont un petit peu outrée, en me disant que c'était la phase de la sorcière, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette phase de la sorcière, la pré-ménopause. On rend cette femme aigrie, on rend cette femme méchante, alors que ce n'est pas le cas. Elle est justement en pleine évolution et on se cherche aussi à cette période-là, parce qu'on est aussi perdu. C'est comme pour la puberté ou pour la grossesse et tout ça. Exactement, c'est une image qu'on a reçue de l'Occident pendant des années, parce qu'il y avait toute une industrie du pharma, du cosmétique, etc., qui voulait de noyer la femme dans ce mythe qu'il n'y avait plus de vie après la ménopause. Et c'était une manière aussi de commercialiser plein de produits, alors que la réalité est tout autre. Toutes les études maintenant, surtout en neurosciences, nous montrent que la vie ne s'arrête pas. Que l'espérance de vie n'est pas à 50 ans ou à 60 ans. Donc, ça se passe vraiment dans la tête. Ça se passe dans la tête. Il faut rester jeune dans sa sa tête. tête. Voilà. Alors nous avons un appel, nous avons Zahra qui nous appelle de Bourj el-Bahri. Bonjour Zahra. Allô? Oui. Oui, bonjour Zahra, ça va? Bonjour ma fille, bon ça va, je remercie. Et vous? Alhamdoulilah, ça va très bien, merci. Alhamdoulilah. Eh Alors. bien, vraiment, c'est une émission très intéressante. Hein? Merci, merci. Yatek saha, yatek saha. Merci à toute l'équipe et à nos invités aussi qui sont là justement pour participer. Oui, c'est l'ensemble, toute l'équipe, absolument. Oui. Alors vous voulez poser une question, témoigner? Moi, pas pour témoigner, mais pour poser éventuellement mon cas. Oui. J'ai 80 ans dépassés. Allah yabarak. Et bon, j'ai eu ma ménopause précoce, Oui. à l'âge de 32 ans. Oui. Et depuis, j'ai des problèmes, j'ai une ostéoporose, j'ai des problèmes des os, de mon squelette. J'ai des problèmes. Et je n'arrive pas à trouver un médecin là qui pourrait éventuellement me sortir de l'embarras. Des solutions, oui. J'ai des douleurs de partout, j'ai des maux, je ne peux pas marcher, je ne peux pas ceci. J'ai vu des spécialistes, des médecins, mais c'est toujours le même traitement, le calcium, le ceci, le cela, non. Vitamine D, Oui. voilà, les antalgiques. Donc vous aimeriez avoir une solution par rapport à ces douleurs, par rapport à l'ostéoporose et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Très bien. Merci Zahra pour votre appel et pour votre question. Bonne journée à vous. Merci. Elle a soulevé un point très important, c'est cette ménopause qui apparaît très jeune. Très jeune. Et parfois, on la considère comme une fatalité, que ça y est, on n'a plus ses règles, donc ça y est, on est en préménopause ou on est en ménopause très jeune. Et on se dit, parce que ma mère ou ma tante a eu la même chose, identique pour moi. Alors que non. Là, la consultation est très importante. Quand il y a un suivi à ce moment-là, on peut régler ce problème de ménopause ou de préménopause précoce. Donc, ça ne doit pas être vécu comme une fatalité. Il y a un accompagnement qui se fait à ce moment-là. Et soit il y a retour des règles, soit il y a un traitement qui fait installer la ménopause progressivement. Donc, pour que ça ne soit pas aussi brutal et que éviter toutes les complications qui peuvent y avoir par la suite. Par exemple, elle parle d'ostéoporose. Et là, c'est là le rôle aussi des neurotransmetteurs, donc de voir réellement la composante de l'état réel de ces neurotransmetteurs et comment les rééquilibrer pour éviter ces complications et éviter toutes ces douleurs qu'on revoit chez certaines personnes, surtout vers l'âge de 75-80 ans, donc surtout les douleurs au niveau des os. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller justement à Alors, Madame Zahra? le conseil que je vous donne donc, pour la dame, donc,
elle consulte des rhumatologues. Les rhumatos, ils vont lui donner des traitements substitutifs. Il y a de la vitamine D, du calcium, il y a aussi des traitements pour l'ostéoporose. Elle fait des bains, des thalassothérapies, elle fait aussi de la sophrologie, yoga, elle essaie de faire, s'exposer beaucoup au soleil. Et puis voilà, donc elle essaie de vivre avec. Donc c'est une étape, comme je disais, il faut franchir chaque étape de sa vie. Il faut essayer de régler les problèmes et essayer de vivre avec ces problèmes chaque étape de sa vie. Donc, c'est une étape qu'elle doit vivre, donc elle doit être... Est-ce qu'on peut minimiser, on va dire, les effets de la ménopause si les consultations sont faites dès justement les premiers signes, dès les premières aménorrhées? On peut déjà essayer de stabiliser, éviter certaines maladies. Il y a un traitement à suivre, Oui, quand la femme elle est en préménopause, comme je disais, donc il y a un trouble hormonal. Donc essayer de rééquilibrer l'hormone, donc la progestérone. On essaye de lui donner de la progestérone afin d'essayer d'entretenir encore un peu, c'est-à-dire la vie hormonale, donc essayer d'aller donc la phase ménopause plus tardivement, mais bon, quand il n'y a plus d'hormones, donc on ne peut rien faire. Il y a des traitements, ce qu'on appelle les TSH, traitements hormonaux substitutifs, mais il faut une bonne surveillance. Il y a des effets secondaires sur le sein, sur le col, donc il faut une surveillance très rapprochée. Il faut bien expliquer à la malade donc les effets secondaires de ce traitement. Donc c'est des traitements qui ont quand même des effets secondaires sur le sein et tout ça. Il y a des risques. Oui. Donc il faut parler aux malades et essayer de les aider. Les traitements ne sont pas pour tous les malades, chaque cas est un cas, chaque cas est différent, donc on n'a pas tous les mêmes risques par rapport au traitement. Chaque cas est un cas. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne à la période de la grossesse. Bon, le mariage, on est bien d'accord, il y a la pression, on en a parlé, la pression sociale d'avoir des enfants et tout ça, et puis aussi il y a des consultations à suivre aussi chez le gynécologue, parce que là commence une autre vie de la femme et il y a un suivi aussi à faire de près pour prendre soin de la ménopause ou bien préménopause? Pour la vie matrimoniale, voilà, j'ai le mot. Dès le mariage, il y a tout un changement qui se fait. Exactement. En général, c'est l'apparition de certaines infections aussi, c'est un mode de vie qui change complètement, donc il y a des consultations qu'il faut suivre. Il faut prendre un temps pour soi et aller consulter, justement. Voilà. Donc, pour les jeunes couples, quand donc, la femme elle va se marier, le message que je dirais aux patients, donc il ne faut pas s'alarmer pour les enfants. Moi, je leur dis, il faut attendre au moins 6 mois, 8 mois, voire 1 an pour consulter, parce que là, le problème de fertilité, c'est très fréquent. On voit de plus en plus les problèmes de fertilité. Mais bon, il faut essayer d'apprendre déjà à vivre à deux. Comme je disais, il y a des traitements qui sont des compléments alimentaires, il y a naturel et tout ça. Prendre le temps, et il ne faut pas stresser, parce que le stress, il va encore bloquer, il va encore aggraver la situation. Donc voilà, donc le premier message, c'est aux jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, donc il ne faut pas paniquer. 6 mois, surtout si vous êtes jeune, 22, 25 ans, je leur dis, il vaut mieux attendre au moins 8 mois, 1 an. Mais quand elles sont âgées, c'est vrai, 35, 36 ans, il faut consulter, 6 mois, là, il faut consulter. Voilà, donc les infections, c'est très fréquent, les infections urinaires, les infections vaginales. Donc il faut faire des frottis. À partir de 1 an de mariage, il faut faire au moins 1 fois par an, 2 ans, un frottis pour voir s'il n'y a pas d'HPV. Donc voilà, il faut consulter quand vous avez des problèmes, du cycle, des hémorragies, des douleurs, il faut consulter, il faut faire des échos. Exactement, il faut apprendre déjà à vivre à deux avant de vouloir justement avoir des enfants. Il faut déjà s'adapter à l'autre. C'est un projet de couple? Voilà. Ou c'est le projet de la société, de l'entourage. Est-ce que c'est le projet d'un seul membre du couple? Donc c'est le projet du mari, c'est pas le projet de la femme, ou c'est le projet de la femme, c'est pas le projet du mari. Parfois ils sont pas sur la même longueur d'onde. Elle veut avoir des enfants dès la première année, lui il veut attendre 2-3 ans. Parfois les deux ne veulent pas, mais c'est la société, c'est la belle famille qui va imposer d'avoir des enfants, parce que c'est la question. Alors c'est pour quand? C'est pour quand? Voilà, donc cette question. C'est le problème voilà. du couple. Exactement. Donc c'est le problème du couple. Il
Il faut que ça soit interne. Interne, c'est une décision Interne. du couple. Voilà. C'est la décision du couple et choisir la période qui va leur correspondre, qui va correspondre à leurs attentes, qui va leur correspondre à leurs aspirations, à leurs projets personnels aussi. Donc, quand il y a cette discussion, ça permettra de mieux vivre sa relation de couple, mais aussi de mieux vivre sa maternité. Exactement. Et la maternité se vit à deux. Donc c'est le mari et l'épouse qui vont. Ce n'est pas que Ce n'est l'épouse. pas, ce n'est pas que la que famille, l'épouse. oui. C'est aussi, parfois, on voit des femmes qui vont se présenter en consultation parce qu'il il y a la pression sociale, elle n'est pas encore enceinte depuis 1 année, depuis 2 ans, alors qu'il y a un problème chez le mari. Il y a un problème, maintenant, beaucoup de maris, malheureusement, sont tombés dans l'addiction, à des drogues, à différents types de drogues, et ils ne l'avouent pas à l'épouse. Donc, elle n'est même pas au courant que le mari consomme, et ça peut avoir des répercussions sur la fertilité, et ça peut retarder donc qu'elle tombe enceinte. Donc, quand il n'y a pas cette communication libre dans le couple, ça va, on va se noyer dans des problèmes, de fous problèmes, et on va retarder aussi ce projet d'avoir des enfants, parce que ce n'est pas le projet du couple, c'est le projet d'un seul partenaire. Et surtout si la femme a déjà des projets, parce qu'on demande toujours à la femme de faire un choix, Oui. carrière ou maternité, parce que c'est forcément la maman qui porte l'enfant, c'est forcément la maman qui va rester à la maison avec l'enfant les 3 premiers mois déjà. Et si elle décide de rester encore plus, donc la mise en dispo, ainsi de suite, je veux rester avec mon enfant, d'accord, mais c'est des sacrifices, tous ces sacrifices-là se font par rapport à la carrière professionnelle. Est-ce qu'elle veut évoluer dans sa carrière? Et on n'accepte pas qu'une femme choisisse sa carrière au lieu d'avoir des enfants. Exactement. Ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça que la communication dans le couple est très importante. Donc, avant de se presser d'avoir des enfants, il faut communiquer librement et être sur la même longueur d'onde sur nos projets personnels, sur nos projets de couple, sur nos projets de vie, sur notre futur, les objectifs aussi à atteindre, sur notre manière d'éduquer. Parfois, il y a des couples qui, ils ont un enfant, mais ils n'ont jamais parlé de la manière d'éduquer. Par la suite, c'est vraiment des conflits, parce qu'elle va éduquer de manière traditionnelle, lui, il veut éduquer de manière moderne, et c'est vraiment des problèmes, et des décisions contradictoires dans le couple, et c'est l'enfant qui va subir tout ça. Donc, pourquoi arriver à ça ? Alors qu'on peut régler tout ça dès le début par une meilleure communication dans le couple. Exactement, et communiquer par rapport à l'horloge biologique avec les garçons aussi. On éduque nos filles, mais on éduque aussi nos garçons, parce qu'il faut les informer eux aussi. Un jour, ils seront peut-être mariés à une femme qui a justement ce cycle biologique, et ils doivent être au courant. Il ne faut pas qu'ils soient perdus non plus dans tout ça, parce qu'en général, on dit c'est une affaire de femme, ça ne te concerne pas, ce genre de choses, alors qu'on devrait plus communiquer avec les garçons sur ce sujet-là. Et c'est très important. C'est très important que cette éducation, ça rentre dans l'éducation civique aussi, donc qu'on va donner à nos enfants, filles et garçons, au sein de la famille, mais aussi dans le programme pédagogique, donc à l'école, et qu'il y ait une émancipation sur ce volet, que ça ne soit pas une question de filles ou de garçons, mais c'est une question de société. Voilà, c'est casser le tabou, casser les freins à l'acceptation de l'autre, et créer ce concept de couple réel, pas de couple fictif. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, c'est des couples fictifs. Ils sont là, il y a 2 personnes, mais chacun vit sa vie à sa manière, chacun a ses propres projets. Et quand il y aura les enfants, on a le clan de la maman avec les enfants et le papa qui sent qu'il est rejeté. Et ça s'accentue au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Donc, et comme par hasard, le boom arrive à quel moment, et on le voit maintenant même dans le taux de divorce qui a augmenté chez les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite. Et on se dit, comment ce couple qui a duré 30 ans, il explose maintenant. Réellement, il a explosé, ça fait des années. Mais au début, parce qu'on avait cette contrainte sociale et ce message contraignant de la société, qu'il fallait donner une image qu'on est marié, on a des enfants, un statut social, un rang social, un poste dans la hiérarchie, qui fait qu'on doit subir. Et supporter tout ça. Mais à un moment ou à un autre, ça explose, et c'est là où on arrive au divorce de ces personnes. Et nous avons un appel, nous avons Nassera qui nous appelle de Bouera. Bonjour Nassera. Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. J'appelle de l'Akhdaria. L'Akhdaria, pardon. Voilà. Oui. C'est la wilaya de Bouera, effectivement, mais j'appelle de l'Akhdaria. Exactement, l'Akhdaria. Oui. Voilà. Moi, je suis
une professionnelle de la santé, une assistante sociale à la retraite. Et j'ai énormément travaillé dans l'éducation sanitaire. Et parmi mes programmes, parce que je faisais mes programmes toute seule, c'est l'éducation sexuelle pour le CEM et le lycée et la dernière année de l'école primaire. Mais concernant l'éducation sexuelle, ce n'est pas vraiment... Et n'est pas forcément juste. Il y a plusieurs informations contradictoires et on peut apprendre faussement certaines choses. Alors, vaut mieux parler, ouvrir le débat avec ses enfants, parler sans hachma, on va dire, pour éviter qu'ils n'apprennent des choses. Dans ce piège. Exactement, oui. Donc, arrivant à la dernière phase, donc la ménopause et la vieillesse. Donc, j'ai parlé de la préménopause, donc avec tous les troubles et tout ça, donc il faut régler les hormones. Et là, pour la ménopause, c'est l'arrêt des règles et l'arrêt des hormones. Donc, la femme, elle n'aura plus d'hormones, plus d'oestrogène, plus de progestérone. On sait que le progestérone, c'est l'hormone apaisante de la femme. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait supplémenter les adolescentes pour les apaiser, en préménopause aussi pour les apaiser, pour les troubles de l'humeur, les dépressions et tout ça. Et là, à la ménopause, on n'a plus d'hormones. En général, c'est pour ça que les femmes ménopausées, on les voit tout le temps stressées, tout le temps déprimées, tout ça. Mais bon, il faut essayer d'équilibrer l'histoire des neurochimies. Il faut voir des spécialistes. Il y a maintenant, ici en Algérie, ce qu'on appelle les homéopathes, c'est ça? Oui. Les homéopathes. Des naturopathes aussi. Naturopathes, voilà, qui vont régler les neurotransmetteurs, la dopamine, pour doper, pour l'hormone du matin, donc être en forme, parce que la femme ménopausée, elle est en général fatiguée. Prendre soin de soi et n'hésitez pas de consulter. Voilà. Ouais, Il y a exactement. aussi On est à la fin de l'émission, voilà. on ne peut plus rajouter grand-chose. Exactement. Oui, docteur Samira Fekrech, pour la fin justement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Disons que le un message dernier à la conseil. fin, c'est vraiment prendre le temps pour soi, Oui. apprendre à nos filles à s'occuper d'elles-mêmes déjà très jeunes et donner l'exemple. L'exemple, c'est le meilleur apprentissage. Donc, quand on est en maman et qu'on s'occupe de soi, nos enfants vont nous suivre. Donc, filles et garçons vont suivre et vont prendre du temps pour soi. Voilà. Merci encore, docteur Samira Fekrech, vous êtes directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Merci pour votre participation. Docteur Hania Zerouqi Touati, vous êtes gynécologue obstétricienne. Merci aussi pour votre participation, toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui. Aux téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Pour ceux qui nous ont appelés, merci aussi pour vos appels, vos témoignages. Cette émission est justement faite pour vous et avec vous, et c'est grâce à vous qu'on avance. Donc, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne, et puis à demain en direct, toujours à 10h30 sur Canal Algérie.